Salut les amis, bienvenue dans ce nouveau tome, donc le tome numéro 8 pour vous donner un ordre d'idée sur la période. On est à peu près au 23, enfin exactement pas à peu près, je crois que c'est le 23 mai aujourd'hui. Donc là juste pour commencer en introduction, quelques plantes qu'on va voir qui viennent d'éclore, notamment voilà, il s'agit d'une fleur de passion. Tout simplement la plante ça s'appelle un passiflore. J'ai déjà vu des abeilles butiner, j'ai eu l'impression, je suis pas sûr à 100%, mais j'ai cru voir des abeilles butiner ces fleurs-là. Une autre type de plante, ça par contre c'est relativement mellifère, il s'agit de thym. Et ça les abeilles apprécient beaucoup. Une dernière plante que je souhaitais vous présenter également, il s'agit de la lavande. Bon, c'est assez réputé la lavande. Ce qu'il faut savoir c'est qu'il existe pas mal de variétés différentes de lavande. Et quelles que soient les lavandes, elles sont toutes mellifères d'après ce que j'ai pu lire. Ce qu'il faut savoir aussi, il existe la vraie lavande. Ce qu'on appelle la vraie lavande, c'est celle qui doit certainement être utilisée pour les essences naturelles, tout ce qui est parfum et compagnie, et peut-être aussi d'autres produits. Cette vraie lavande, elle est cultivée en règle générale entre 500 et 1700 mètres d'altitude. Ah, puis ici, on peut peut-être faire un dernier arrêt sur ce type de plante. Il s'agit tout simplement de jasmin qui est en train d'éclore. D'autres sont toujours en bouton. Alors, pour poursuivre cet épisode, je pense qu'il va n'y en avoir qu'un seul sur ce tome 8. Ça va être assez court parce que là, il s'agit juste de visite de manière standard. Si je m'aperçois qu'il y a des choses intéressantes, à ce moment-là, je m'y arrêterai pour pouvoir vous les présenter et partager ensemble. Ce qu'il faut savoir par rapport à la suite des choses, c'est que la semaine prochaine, c'est-à-dire dans une semaine, même un peu moins d'une semaine, on va passer à la récolte. Comme vous pouvez constater, bon, elles ne sont pas toutes à 5 hausses. Celle-ci, ouais, j'en ai une deuxième encore à 5 hausses. Donc vous voyez que ça avance assez rapidement, hein. Il y a de quoi faire. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 5 hausses. Bien entendu, elles ne sont pas toutes pleines, celle-ci doit être quand même relativement vide. Donc le but d'aujourd'hui, sur cet épisode-là, c'est, comme je le disais, donc faire une visite, voir s'il y a suffisamment de place, rajouter des hausses, voir s'il n'y a pas non plus de ciel royal, tout simplement. Alors sur celle-ci, j'ai commencé ma visite. J'ai déjà enlevé la première hausse. Même les deux premières hausses. Elles sont pas énormément remplies. Surtout celle qui est tout en bas, parce que c'était celle qui était tout en haut en fait. Donc elles se retrouvent en ordre inversé. Celle-ci commence, la deuxième qui est posée par-dessus, commence à être un peu plus remplie. Donc ce que je fais, pour pouvoir éviter le pillage ou que d'autres abeilles soient attirées, vous voyez que je remets un autre couvre-cadre par-dessus. Pourquoi ? Parce que je vais tenter de mettre ces deux hausses qui sont pleines tout en haut. Pourquoi ? Parce que la semaine prochaine, c'est ces deux hausses que je vais certainement extraire. Alors je sais plus si je l'avais suffisamment bien expliqué pourquoi je mets un cadre. Commençons par le commencement. Je vais expliquer c'est pourquoi je fais des manipulations de déplacement de cadre. Ce qu'il faut savoir c'est que les cadres de rive sont remplis en dernier ceux qui sont remplis en premier c'est ceux qui se trouvent sur le centre et petit à petit ils vont remplir ceux qui se retrouvent en rive. Et à tous les coups ceux qui sont dans le centre c'est déjà du miel mûr. Vous voyez que là c'est quasiment mûr, vous voyez que c'est quasiment tout operculé. Donc ce que je vais faire, je vais le mettre un peu plus au centre pour arriver à un miel qui soit, un cadre qui soit plus operculé. Je vais prendre juste un deuxième pour vous montrer un autre exemple. Ça je ne sais plus vous poser quoi du coup. On va prendre un autre exemple. Alors l'autre exemple que je voudrais vous montrer c'est celui-ci. Je vois bien, hein, il est quand même bien operculé, vous voyez, tout le long. Là je fais de l'ombre. Vous voyez que là il est super bien operculé. Un petit peu moins là. Donc ce que je peux faire, c'est sur celui que je viens de mettre ici, c'est le remettre un peu plus au centre. Tout simplement. On peut voir aussi celui-ci, d'ailleurs, qui est bien operculé, bien avancé. Hop. Et il est quand même lourd. Et collé. Le voici. Celui-ci il est prêt à être récolté. Vous voyez, ouais. Il est bien rempli. Donc moi ce que je suis tenté de faire, c'est ce que je comptais faire, c'est de mettre cette hausse un peu plus au-dessus.
pour pouvoir la récupérer plus facilement la semaine prochaine quand j'effectuerai cette récolte. Alors là je suis sur une autre visite, une deuxième ruche. Cette ruche là elle contient 5 hausses. Je voulais juste faire une petite aparté, une petite parenthèse, je sais pas pourquoi je dis à chaque fois aparté, sur la propolis. Vous voyez, bon, je l'avais déjà présenté la dernière fois. Elle est là comme il fait chaud, c'est vrai qu'elle est très élastique et de plus en plus collante. Et comme je l'avais spécifié, bon, tout dépend d'une colonie à une autre. Il y en a qui propolisent plus que d'autres. Et là où on voit vraiment des différences aussi par rapport aux races. Il y en a certaines qui sont beaucoup plus productrices de propolis que d'autres. Vous voyez, là, on a vraiment pas mal. Donc ça me permet de nettoyer un petit peu. Sachant que la propolis, bien entendu, peut se récupérer. Hein. J'ai peut-être qu'un jour ou l'autre, je vais essayer. J'ai jamais essayé, mais j'ai un appareil qui ressemble à une grille à reine. Mais sauf que ça laisse pas du tout passer les abeilles. Donc non plus la reine, hein. Ça sert pas, je dirais, à éviter que la reine passe. Ça sert à essentiellement donc récupérer la propolis. Et les trous sont beaucoup plus petits. Donc du coup, elles vont avoir tendance à boucher tous les trous. Et ensuite on retire cette grille pour pouvoir la mettre au congélateur et une fois qu'elle est bien dure, à ce moment là on la casse et ça permet de récupérer la propolis. Celle-ci aussi peut être récupérée mais elle est moins pure je pense. Voilà pour l'histoire. Alors l'inconvénient pour nous c'est qu'après on s'en met plein les doigts. Voilà l'histoire, prendre les doigts vraisemblablement sales alors qu'ils sont pleines de propolis. Là, je suis face à une nouvelle ruche, nouvelle visite, donc différente de celle que j'ai vue auparavant, les deux autres. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? En fait, c'est une cellule royale, cellule d'essaimage. Je vais vous la présenter. Elle se trouve sur le côté. Je vais voir si on peut voir mieux comme ça. Hop, là, ça devrait être bon. Je sais pas si on la voit là, on la voit bien, elle est belle. Hein. Ici, là, juste là. Elle est magnifique. Sauf que moi, j'en veux pas. Alors avant de faire quoi que ce soit comme action, comme je l'avais précisé auparavant, il faut juste que je m'aperçoive qu'il y ait vraiment des œufs dedans. Par ailleurs, il s'agit d'une jeune reine que j'ai clippée la dernière fois. Tiens, j'ai encore d'autres cellules royales qui sont en train de se préparer là. Ici. Je vais le montrer autrement. Hop, hop, ici. Là j'ai l'impression que c'est une autre. Donc je vais pas tout de suite les supprimer. D'abord ce qu'il faut que je constate, il faut que je constate s'il y a vraiment la présence d'œufs. Et c'est le cas, il y en a. Donc s'il y a la présence d'œufs, il y a toujours la présence de reine. Surtout que la reine, je l'ai clippée il y a une semaine. Je l'ai clippée, je l'ai marqué il y a une semaine en bleu. Bleu parce que c'est l'année 2020. Donc il faut bien s'assurer qu'il y ait une reine avant de supprimer ces cellules royales. Sinon le risque, s'il n'y a plus d'œufs, c'est que la reine est toujours dedans mais peut très bien avoir fait un arrêt de ponte avant de faire un essaimage. Soit il n'y a plus d'œufs et que la reine se soit déjà barrée. Mais c'est pas le cas, c'est pas possible puisque je l'ai clippé la semaine dernière, il y avait des œufs donc c'est pas possible que qu'elle soit déjà partie. Donc là, ce que je voulais préciser aussi, c'est que c'est une reine que j'ai créée moi-même, que je n'ai pas achetée. C'est une reine que je voulais d'ailleurs changer par une reine justement qui vient de souches plus sûres. Donc une reine venant du commerce et donc venant d'un professionnel qui soit plus stable. Ce qui se passe avec cette reine-là, comme je l'ai reproduite, il se peut que elle ait été fécondée, enfin pas qu'elle ait été fécondée, ça n'a rien à voir, mais qu'elle devienne de plus en plus essaimeuse et ça j'en veux pas parce que ce que je constate aussi c'est qu'il y a vraiment très peu de pontes. J'ai déjà visité tous ces cadres là, elle n'est pas super, c'est pas une super reine, donc il faut pas que je l'élimine mais que je la retire. Je l'élimine pas, moi je la donne à quelqu'un qui la veut, sinon écoutez, je serai obligé de l'éliminer, mais il faut surtout pas que je conserve ce type de reine. Alors aussi autre chose par rapport aux essaimages, comment ça se passe? En fait une fois qu'on va arriver à l'éclosion des différentes reines, comme je l'avais précisé auparavant, bon, c'est la reine la plus forte qui va vaincre et qui va pouvoir, je dirais, conduire la colonie. Et juste avant 24-48 heures avant que la colonie essaime, enfin non, 24 heures, 48 heures avant que la reine éclose, l'essaimage va se préparer. C'est-à-dire que l'ancienne reine
qui est sur le point de partir va subir un régime d'amaigrissement pour qu'elle puisse s'envoler plus facilement. Et à ce moment-là, la moitié de la colonie va se diviser, enfin elle va se diviser en deux, et la moitié va partir à l'extérieur. Donc comment elle se répartit? Ça va être une belle répartition dans le sens où on ne sait pas comment ça se fait, mais il y a la moitié des butineuses, la moitié des nourricières. Elles vont se répartir en deux exactement. Enfin, à quelques abeilles près, je ne sais rien, par contre, bon, peu importe. Elles vont se diviser en deux et elles vont commencer à faire une barbe, c'est-à-dire à se mettre à l'extérieur pour commencer à se dire, bah yes, c'est sur le point de partir. Sachant que juste avant, il y a des éclaireuses qui sont parties trouver un endroit pour faire un essaimage primaire, c'est-à-dire se positionner de manière temporaire. Donc une fois elles ont fait la barbe, qu'elles sont quasiment toutes regroupées, elles vont partir, ça va durer une demi-heure, une heure où ça va voler un peu partout. Elles vont se gorger de miel également pour partir avec des provisions. C'est là aussi au moment de l'essaimage où elles sont le plus inoffensives, enfin, ouais, elles sont moins défensives, je ne sais pas comment dire, le plus inoffensives. Bref, c'est là où elles risquent plus d'être de moins bien se défendre. Et une fois qu'elles sont donc à l'extérieur, elles vont se regrouper vers les éclaireuses qui ont indiqué un endroit. Souvent c'est dans des branchages par exemple. Et là elles vont rester vraiment uniquement de manière temporaire et ça peut durer quelques heures, voire 24-48 heures où elles restent là de manière temporaire jusqu'à ce que d'autres éclaireuses trouvent un autre endroit définitif. Et ça peut durer une demi-heure, une heure, 2 heures, 3 heures, enfin elles peuvent rester jusqu'à 24-48 heures, mais en règle générale un essaimage primaire reste très peu de temps. Et c'est là où elles piquent le moins parce qu'elles sont également gorgées de miel. Voilà pour la petite histoire. Et sachant qu'ensuite après la reine bien entendu va se retrouver dans le paquet d'abeilles. Si jamais elle ne se retrouve pas dedans, à ce moment-là toutes les abeilles vont revenir ici. Et c'est mon cas à moi parce que comme je les clippe, la reine ne peut pas suivre l'essaim, donc du coup elle va rester sur place et toutes les abeilles vont revenir non pas sur la reine mais vont revenir directement dans la ruche. Et à ce moment là la reine qui se retrouve par terre, qui n'est pas arrivée à voler, soit j'arrive à la récupérer, je peux très bien en faire quelque chose, soit à ce moment là elle meurt sur place parce que j'ai pas vu l'essaimage se produire. Mais l'avantage du clippage, du coup je ne perds pas la puissance de la ruche. Et autre point aussi intéressant par rapport à l'essaimage, c'est leur système de survie aux abeilles et qui existe depuis plusieurs millions d'années, plus d'une dizaine de millions d'années. Et c'est pour ça qu'elles sont arrivées quand même à subsister sur Terre. Voilà. Alors voilà encore une autre de Ciel Royal. Vous voyez là, c'est en train de préparer son essaimage d'une manière plutôt forte et sûre. La seule chose, c'est qu'elle a beaucoup de place parce que j'ai déjà visité, c'est une jeune reine. Il n'y a pas de raison qu'elle essaime, ça vient vraiment de la souche et c'est surtout pas à conserver. Alors pourquoi je ne le conserve pas? À chaque fois, renouveler une reine, à chaque fois on perd d'efficacité, c'est pas utile, quoi. Et alors ce qu'il faut savoir, je parlais juste à l'instant des essaimages, mais une fois que le premier essaimage est effectué, rien n'empêche à ce qu'il réeffectue encore un autre essaimage derrière. Il peut s'en effectuer plusieurs d'affilée les uns après les autres. Et à chaque fois c'est la moitié qui part. La moitié. Donc voilà, déjà moi j'ai fait la visite de la ruche juste pour voir s'il y avait des œufs, il y en a. Donc voilà ce que je fais des Ciel Royal, je les éclate. Tout simplement. Là on voit que c'est plein de Ciel Royal. Donc maintenant le travail le plus important et minutieux, c'est vraiment de s'assurer qu'il n'y ait plus une seule Ciel Royal. Il suffit qu'il n'y en ait qu'une seule, c'est terminé, l'essaimage sera assuré. Alors le meilleur moyen pour faire cette visite justement, c'est là où il va falloir secouer un maximum les abeilles. Parce que rien n'empêche que sous un groupement d'abeilles, il y a une cellule royale qui traîne. Et là on voit vraiment bien la façon dont j'ai secoué, on voit parfaitement bien s'il y a une cellule royale ou pas. Ce qui m'évite au maximum d'en oublier. Et donc là il faut vraiment faire tous les cadres, cadre par cadre.
Voilà. Bon là il n'y en a plus, c'est normal, on arrive directement sur les cadres de rive. Hop. Il faudra que je vérifie quand même ce cadre là. Là est-ce que c'est de la Ciel Royale? Non, ça n'a pas l'air. Ça n'a pas l'air. Mais il y a des œufs, donc automatiquement, de toute façon, dans une semaine, que je vais réeffectuer la visite, je vais retrouver des Ciel Royale, ça c'est sûr. Là, la fièvre est partie, là. Pour un moment. Tant que je change la reine, et ce sera bon. Tenez, regardez ici, là. Je sais pas si on la voit bien à la caméra. Ouais. Hop. Et tac. Voilà. Voilà l'histoire. Mais aussi, je pense que c'en est une. Hop. Ici. Non. Et alors, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de cellule royale, enfin pour s'assurer d'éviter l'essaimage, il faut quasiment visiter toutes les semaines vos ruches, de mai à peu près à juillet, période à laquelle l'essaimage est le plus important. Et là j'arrive au dernier cadre, à secouer. Donc j'ai fait plusieurs passages, tant qu'à faire. À secouer, à regarder à nouveau, donc là non, il n'y a rien. En règle générale en rive, c'est vrai que c'est rare qu'il y en ait, mais bon, il faut regarder jusqu'au bout, cadre par cadre. Donc après vous pourriez me dire, mais pourquoi ne pas laisser l'essaimage? Parce que j'ai pas besoin de la reine. Ça sert à rien de faire un essaimage comme ça, inutile, surtout qu'après, la reine future qui va arriver, de toute façon, j'en voudrais pas. Il faudra que je la remplace. Vous voyez ce que ça donne là, une fois qu'on a bien secoué toutes ces abeilles? Voilà le résultat. Bon bah voilà, l'épisode arrive à sa fin. Je tiens à vous remercier pour votre participation et puis le nombre de vues. Il y a aussi autre chose sur laquelle j'aimerais faire un rectificatif sur les épisodes d'avant. C'est par rapport au frelon géant, le fameux Vespa mandarinien. J'ai dit qu'il venait de Chine. En fait, je ne suis pas tout à fait sûr, parce que c'est des recherches que j'ai effectuées sur internet, donc vigilance sur ce qu'on peut mettre sur internet. D'après ce que j'ai pu comprendre, il viendrait plutôt du Japon, mais il est également présent en Chine. Alors d'où il vient, on n'en sait rien. Enfin moi je sais pas. D'autres spécialistes seront plus à même de vous dire. J'ai pas eu le temps de faire trop de recherches. J'essaierai d'en faire d'autres si jamais je peux le préciser, mais de toute façon on pourra le savoir assez facilement, il n'y a pas de secret par rapport à ça. Écoutez, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, salut, ciao.